L'expérience événementielle, c'est un outil puissant de communication que les gens sous-estiment des fois. Ça fait 20 ans que je travaille en com, puis dans mes disciplines préférées, moins préférées, événements, c'est dans moins préférés. OK? J'adore ta franchise. Et je l'ai invité aujourd'hui, as-tu vu? Vous écoutez À2 c'est mieux, le balado de la communication créative au Québec, présenté par l'Association des agences de communication créative, l'A2C, et produit par les studios Octave. Explorer les enjeux actuels qui transforment la communication créative en faisant dialoguer marques et agences, c'est ça, le balado À2 c'est mieux. Bonjour, mon nom est Thomas Lecordier, je suis le président-directeur général de l'A2C, l'Association des agences de communication créative. Bienvenue au balado À2 c'est mieux. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la communication événementielle. C'est un secteur de la communication créative qui est en pleine effervescence. C'est un mot que j'aime bien utiliser pour cette conversation aujourd'hui. En préparant ce balado, j'ai beaucoup lu sur donc la nouvelle place qu'est accordée la technologie dans les événements, des budgets qui sont en hausse, un ROI qui est enfin mesurable. Donc, on a trouvé que c'était une bonne idée de creuser un petit peu le sujet. Et justement, pour m'aider aujourd'hui, j'ai avec moi deux femmes inspirantes. Danielle Pittel, qui est la directrice des communications internes et externes de Workclip. Danielle, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis j'insiste sur directrice de communication interne et externe, parce qu'on va parler beaucoup de communication interne, de l'événementiel dans les communications internes, donc c'est absolument parfait. Et Marichou Plamondon, Marichou, bienvenue. Marichou, qui est la présidente directrice générale de OPC Événements. OPC Événements est une agence membre de l'A2C, donc merci de faire partie de la grande famille de l'A2C. Et donc voilà, on va parler de la communication événementielle, mais avant ça, donc peut-être vous présenter un peu plus en détail. Danielle, je te passe la parole. Merci beaucoup de la belle invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, moi, je suis avec Workclip, une compagnie qui va avoir 20 ans cette année. Joyeux anniversaire. Merci. Et puis, depuis le début de l'histoire, rendre le travail plus simple, travailler mieux fait partie de notre mission. On est 400 employés à peu près. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Oui. Basé à Montréal, à travers le Canada et maintenant aux États-Unis. On a fait notre première acquisition aux États-Unis. Ça fait déjà plus d'1 an. On a 2 lignes de produits. On a le produit ShareGate, qui est destiné aux employés IT, aux partenaires et qui fait de la migration et de la gouvernance dans l'environnement Microsoft. Et on a la plateforme Workclip, qui est un outil pour les ressources humaines qui aide à propulser la performance des équipes et bien comprendre et mesurer l'engagement. On mentionnait qu'on était 400 un peu partout. On a un modèle distribué. Donc, on travaille tous de la maison. On a des magnifiques bureaux à Montréal qu'on peut, si on est local, utiliser. Et on se rassemble tous ensemble 2 fois par année pour nos grands rassemblements. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est ici avec Marichou pour parler de ça. Oui, ce qu'on mentionnait justement que l'événementiel peut être très utile aussi en stratégie de communication interne pour engager les employés. Marichou, à toi. Oui, mais en fait, Marichou Plamondon, présidente, directrice générale d'OPC Événements et copropriétaire. Puis, en fait, notre job chez OPC Événements, c'est de transformer des événements en expériences et de transformer ces expériences-là en impact. Puis quand je dis impact, on parle d'impact durable, on parle d'impact stratégique, d'impact de gain pour les entreprises, puis sur la collectivité aussi. Puis je vous annonce aussi en primeur, en fait, j'ai une grande primeur pour vous que OPC a été certifié cette semaine B Corp. Donc, génial. On a joint la grande famille de B Corp cette semaine après 2 ans de travail ardu et acharné. On est super fiers de ça, puis je pense que ça transmet bien nos valeurs à l'interne, puis ce qui nous importe jusque dans nos événements. Absolument. On accompagne Workclip 2 fois par année dans leurs grands rassemblements. Daniel va pouvoir vous en dire plus de qu'est-ce que ces grands rassemblements signifient pour l'entreprise, mais on a la chance de les accompagner à l'année, en fait, parce que c'est 2 fois par année, donc on travaille à l'année avec eux à créer ces expériences-là pour les employés. C'est une collaboration qui nous tient à cœur chez OPC, puis qui nous fait aussi grandir, puis qui nous repousse dans nos limites aussi. Donc, merci Workclip pour ça. Puis j'adore ça parce que c'est toujours des conversations plus riches quand les gens se connaissent. Donc, vraiment parfait comme duo dans À2 c'est mieux aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire réagir sur un article qui a été publié par Advertising Age donc il y a quelques semaines et donc qui mentionne que 2025, c'est l'année
de l'expérientiel, de toutes les expériences, y compris l'événementiel. Je voudrais savoir un peu comment ça vous fait réagir, ça. Donc, c'est de très bonnes nouvelles pour vos deux organisations. Daniel, peut-être si tu veux commencer par nous parler un peu de l'événementiel dans WorkClip, comment vous voyez ça, puis au sein du marketing mix peut-être. Donc, Mais à l'interne, c'est sûr que l'événementiel continue d'avoir une place vraiment importante. On a fait un gros virage en 2020. En fait, on a rénové nos bureaux au Nord-de-Lec, des bureaux extraordinaires. On a gagné toutes sortes de prix. 3 mois après l'ouverture des bureaux, c'est la pandémie qui a commencé. Aïe! Ouais. Ouais, c'est fou ça. À chaque fois que je vais à vos bureaux, je me dis, c'est incroyable que ces bureaux-là ne soient plus exploités à leur pleine valeur. Incroyable. Puis quand on a fait le switch, on était vraiment centré sur le bureau. C'était fondamental à la culture. Puis comme on pense beaucoup à nos clients et leur réalité, Simon Debin, notre PDG, a pris la décision d'aller complètement distribuer, remote, pour essayer de se pousser au maximum puis vivre vraiment la réalité de nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire créer une équipe, une culture dans un contexte où on se voit pas en personne, quand on était tellement... C'était l'axe principal. Un genre de walk the talk. Oui, exactement. Donc, on a fait ce virage-là, mais très rapidement, puis moi, je n'étais pas encore arrivée chez WorkClip, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même se voir en personne. Il fallait avoir une expérience partagée pour continuer à travailler bien ensemble, pour avoir un sentiment d'appartenance, pour être alignés sur les bonnes priorités. Donc, ça fait depuis 2021, je pense qu'on a commencé à avoir le droit de se revoir en personne, qu'on fait ces grands rassemblements-là. Ça reste vraiment important. On le voit, on parle beaucoup de comment est-ce qu'on peut onboarder les nouveaux arrivants pour qu'ils comprennent la culture, pour qu'ils commencent à travailler de notre façon rapidement, pour qu'ils comprennent notre réalité. Ça marche bien en remote, mais il y a quelque chose quand même dans l'expérience qu'on vit tous ensemble à Montréal 2 fois par année qui est fondamental, je pense, à notre succès. Donc, je pense que 2025, certainement, ça peut être l'année. Moi, je pense que ça fait un certain moment qu'on est un peu sur... C'est déjà le cas, Oui, exactement. Que vous êtes dans le côté expérientiel plus que événementiel. T'sais, ils font pas juste un événement pour faire un événement. Là, c'est le grand rassemblement, ça dure 3 jours dans lequel il y a des conférences. C'est formidable, ça. C'est vraiment incroyable. 3 jours c'est pas un événement d'une soirée puis on rassemble tout le monde. Là. Non, ils font venir tout le monde au bureau pendant 3 jours. Donc, on le voit, là, c'est parsemé d'informations, de stratégies d'entreprise, mais aussi de moments de rassemblement, de team building. Puis à la dernière, ça cumule. La dernière soirée c'est la fête. C'est la fête. C'est la grande fête. Puis toi, Marie-Chou, de ton côté, si donc 2025, l'année de toutes les expériences, des expériences événementielles, un peu plus large, à toi au PC, est-ce que tu le sens? C'est super intéressant comme question parce que, tu sais, l'événement, avant, je pense qu'on parlait d'événements. L'événement dans lequel on prenait une bouchée, un verre, on parle, puis bye, on s'en va. Puis pour moi, ça reste un événement. Puis il y en a encore, puis ils ont encore sa place selon l'intention que tu as envie de donner au bout. Mais de plus en plus, on parle d'expérience. Puis même chez OPC, il faut se repousser, nous, dans notre créativité, dans comment on fait vivre les choses aux gens. Puis il y a même 5 niveaux là, dans l'expérience. Il y a l'expérience, l'événement, jusqu'à tu es le héros de ton événement, puis de ce que tu changes, ce que tu fais dans ton événement change le courant et l'histoire de l'événement dans la même soirée. C'est génial, ça. Ouais. J'aimerais bien voir ça. J'espère que tu m'inviteras pour on en déploie un dans le temps des fêtes pour un client que je nommerai pas, mais dans lequel les employés, puis on parle de 1500 employés, dans lequel les employés vont avoir un rôle à jouer dans la soirée et ça va faire évoluer le décor, ça va faire évoluer C'est génial, ça. Oui, quand même, mais on est là. Tu sais, quand tu dis, est-ce qu'on parle d'expérience, on est rendu là. Je pense que les gens veulent se rassembler, mais ils veulent vivre un moment. Ils veulent plus se déplacer pour se déplacer. Il faut qu'il y ait un ROI pour eux. Tu sais, oui, on cherche un ROI pour les marques, on cherche un ROI pour créer un impact, mais les gens aussi, il faut qu'ils sentent que, attends, je vais me déplacer pour ça, mais ça va en valoir la peine. Je vais avoir vécu quelque chose, je sors de là, puis je suis capable de dire, OK, attends, j'ai vécu une expérience. Tu sais, on n'est pas juste on fait de l'expérience événementielle. Ouais, c'est. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, puis je pense que d'être plus intentionnel, c'est vraiment
je pense que les événements, on essaie des fois de plaire à tous, puis il y avait des bouchées, il y avait du networking, mais c'était pas nécessairement facile. Puis je pense qu'on a perdu un peu l'habitude de le networking un peu pur. Le bonjour, je suis, et partir. Je pense que les gens, on le voit avec nos communications externes, puis avec ce qu'on fait pour le marketing, les gens ont envie de connecter. Puis ça aussi, c'est un objectif qui doit avoir sa place. On voit de plus en plus de petits soupers, par exemple, en ressources humaines, où les gens ont des vraies conversations plus profondes versus des plus gros événements quand on essaie de tout faire d'une shot, là, comme on dit. Ça, c'est génial. Je t'interromps, Danielle, parce qu'on va en parler plus en profondeur là, de ce besoin de connexion. Tu es en train de scouper mon fil directeur. Aucun problème. Mais je voudrais keep the thought, comme on dit en bon français, là, parce qu'on va y revenir là-dessus. Je voudrais juste vous entendre, parce que justement, puis c'est un secret pour personne, mais on a quand même préparé ce balado dans les dernières semaines. Et on a fait beaucoup d'allers-retours sur, est-ce qu'on appelle ça la communication événementielle? Est-ce que c'est l'événementiel expérientiel? C'est l'expérientiel? Ben, je suis un peu perdu, moi, tout bêtement. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça encore la communication événementielle ou c'est l'événementiel expérientiel? Comment on devrait appeler ce balado, en fait, finalement? Ben, en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est l'expérience événementielle parce qu'au début, on veut vivre une expérience par l'événementiel. Donc, nous, chez OPC, on a envie de se poser puis dire c'est l'expérience événementielle. Puis on sent vraiment de plus en plus, puis comme on vient juste de le dire, que les gens veulent vivre une expérience avant tout et non pas juste aller à un événement. Parfait, très bien. Parce que je trouvais aussi événement, c'est un côté très logistique, puis à ton point, ça existe, devient plus stratégique. Exactement. Oui. Ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Daniel, toi, est-ce que tu es d'accord avec cette appellation qu'on utiliserait pour notre discussion aujourd'hui, l'expérience événementielle? Est-ce que tu le vis comme ça aussi chez WorkLeap? Oui. Non, mais je suis moins dans le jargon. J'aurais pas peut-être eu les bons mots comme Marie-Chou l'a si bien exprimé, mais je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. C'est sûr que la logistique est importante. Il ne faut pas la minimiser d'une certaine façon parce que c'est du travail invisible. Il y en a énormément. Je suis bien d'accord. Puis la logistique, on la remarque quand elle ne va pas bien. C'est comme la base. Il faut que ça soit parfait, puis après ça, on crée l'événement. Okay. C'est pour ça qu'on compte sur OPC, là, entre autres, pour que ça soit parfait. Parfait. Ouais. Génial. Donc, justement, on va tomber un peu plus dans le cœur du sujet. Je vais appeler ça l'expérience événementielle. J'aime beaucoup ça. Donc, c'est bien noté. Je vais essayer d'utiliser le même vocabulaire à chaque fois. Et donc, si on commence par une définition un peu simple de qu'est-ce que c'est qu'une expérience événementielle, je vais vous en partager une que moi j'aime bien parce qu'elle est vraiment toute simple, qui est de faire vivre un moment singulier, donc un moment particulier entre une personne et une marque. Comment vous réagissez à cette définition toute simple, donc qui parle de connexion déjà tout de suite, Daniel, pour revenir à ce que tu disais, puis pour que tu y penses. Marie-Chou, est-ce que c'est une définition trop simpliste ou non, comment tu réagis? Je vais juste revenir Bien un sûr. petit peu en arrière parce que chez OPC, je vais me permettre une petite plug en même temps. On donne des formations au grenier en stratégie événementielle. Puis quand on a monté notre formation, Joanie et moi, sur la stratégie événementielle, on est retourné à la définition de l'événement dans le Larousse. Est-ce que tu es allé voir la définition de l'événement dans le Larousse? Je me suis fié à ChatGPT, j'aurais pas dû peut-être. Oui, puis la définition de l'événement dans le Larousse, c'est ce qui a de l'importance pour l'humain. Parce que, tu sais, il est arrivé un décès, c'est un événement. Fait un événement ponctuel, tu sais, on parle pas d'un événement festif ou juste l'événement, c'est ce qui a de l'importance pour l'humain. Puis ça a comme donné du sens aussi à ce qu'on fait au quotidien chez OPC. On fait des choses qui sont importantes pour les humains, au bout de la ligne. Pour moi, justement, l'importance de cette conversation autour de la communication événementielle ou de l'expérience événementielle, c'est la place de l'humain dans un monde numérique. On entend tellement parler de numérique tout le temps, que c'est ça l'avenir de la communication créative. Je trouvais que c'était aussi super intéressant de vous avoir toutes les deux ici pour parler de, tu sais, il y a encore des choses qui sont complètement centré sur l'humain, sur la connexion humaine. Donc, j'adore l'ajout que tu fais dans cette définition. Parfait, je vais rebondir là-dessus parce que, en fait, ce qui est prédit avec l'événementiel présentement, c'est que, tu sais, justement à cause du numérique, justement à cause de l'intelligence artificielle, tout ça, les gens, les plateformes, les gens sont exposés à beaucoup, beaucoup de contenu. Mais qu'est-ce qui est vrai de ce qu'on voit? Est-ce que ce que je vis a été fait par l'intelligence artificielle? Tandis que dans l'événement,
dans l'événement, l'expérience événementielle, ben, tu te trompes pas parce que c'est du contenu authentique. Tu sais, c'est des gens qui sont là, c'est des gens qui peuvent s'adapter aussi. Tu sais, c'est ce qu'on dit souvent aussi. Il faut être agile là, pour faire des événements. Puis, tu sais, si on voit que la crowd elle réagit pas comme on l'avait prédit, ben on est là, on est en réel. Là. Donc, on peut changer les choses. On peut prendre une décision, Daniel et moi. Dernière minute, OK, on change ça parce que ça va avoir un impact plus positif pour l'événement, pour ce que les gens y vivent. Donc, je pense que, pour revenir à ton point, on est dans de l'expérience authentique, puis c'est ça que les gens vont chercher, je pense, dans les prochaines années parce qu'on est tellement confrontés à plein de choses, puis on ne sait plus si c'est vrai, on ne sait plus si c'est mélangé, si ça a été modifié. Je pense que cette authenticité-là, ben les gens... veut pas, dans cette ère numérique-là, recherche ça parce que ça fait profondément partie de l'humain. Bien sûr. Hein. Mais j'adore les deux mots, là, les connexions humaines, l'authenticité. Puis d'ailleurs, c'est des choses qu'on va creuser un petit peu plus tout au long de ce balado. Mais Daniel, toi, tu avais justement une conviction sur l'importance des connexions humaines, puis sur l'engagement des employés, là, tu sais, par rapport aux événements que vous organisez en interne. Parle-moi un peu de ça, là, justement, le côté, comment l'authenticité rentre là-dedans, le type d'expérience événementielle que vous mettez en place. Est-ce que justement c'est l'humain, c'est l'authenticité qui prime? Parle-moi un petit peu de la démarche quand tu penses à ces événements-là. J'y avais jamais vraiment pensé de cette façon-là, mais je pense que c'est vrai. Donc, on les a appelés nos rassemblements, en anglais les gatherings. C'était intentionnel comme appellation parce que l'idée, à bord et avant tout, c'est de se rassembler. Donc, c'est sûr qu'on véhicule des messages d'alignement sur la business, on parle stratégie, tout ça, c'est important, mais on pense beaucoup à la connexion. Je sais qu'on va parler de ROI, mais d'essayer de comprendre si ça percole, si on est capable de le mesurer, c'est une de nos grandes préoccupations, mais on le sent aussi quand on est là. C'est plus facile aussi quand tu as une connexion en personne après de travailler ensemble. On a beaucoup souvent le feedback. J'ai rencontré tel collègue pour la première fois, surtout pour nos nouveaux employés. Puis après ça, la communication numérique après est beaucoup plus facile. Fait que c'est un peu un accélérateur de création, de connexion humaine qui ensuite peuvent se traduire dans notre monde numérique, comme vous le disiez si bien. Fait qu'on ne sent pas qu'on a besoin de savoir à tous les jours pour créer la connexion humaine, mais on sent que les deux piliers, d'avoir des expériences vraies, ensemble, qui favorisent vos connexions numériques, en fait. Puis il y a plusieurs axes. Il y a l'axe stratégique, comment vous passez les messages stratégiques, mais il y a l'axe, puis on en parle souvent, tu sais, comment on va mobiliser le monde, comment ils vont vivre quelque chose ensemble. Puis c'est tout le temps un doux mélange dans vos grands rassemblements de, oui, il y a les messages stratégiques à passer, puis il en faut. Puis il y a ces moments où les gens connectent ensemble par des ateliers, par des petits concours, Fait qu'il y a vraiment ça. Puis il y a des moments de détente, il y a des moments de travail, il y a des moments de réseautage. Fait que c'est vraiment un équilibre, je pense, qui fait votre réussite, puis dans lequel vous pouvez mesurer qu'il y a un impact positif dans votre entreprise. Là. Sur la mesure et le ROI, on va vraiment en parler à la fin de ce balado. Mais avant ça, j'ai une question pour vous aussi il y avait un autre article, vous allez dire que je ne fais que lire Advertising Age, mais c'est quand même une publication que j'aime bien puis qui est de, comment dire, sûre entre guillemets dans notre milieu. Mais il y a Advertising Age qui a publié un autre article sur la fameuse Gen Z, donc les nouveaux employés puis les nouveaux consommateurs aussi, qui justement sont fatigués du numérique. Ce que je trouve paradoxal, mais sont fatigués du numérique et justement sont de plus en plus à la recherche d'événements authentiques, d'où l'importance du mot authentique que j'ai adoré, Marie-Chou, tout à l'heure. Puis est-ce qu'au niveau des employés, justement, vous pensez que la Gen Z, justement, ou les nouvelles personnes qui se joignent à l'organisation, par exemple chez WorkClip, tu parlais des nouveaux arrivants, est-ce que ça fait une différence, justement, que la Gen Z soit un peu le moteur d'événements authentiques, puis de moins de numérique? J'ai un terme que j'ai appris en faisant mes recherches, qui est le doom scrolling, en bon français, qui est justement cette habitude de dérouler du contenu, même du contenu très négatif, et peu intéressant ou même négatif, avec tout ce qui se passe dans le monde et sur la planète. Et donc justement, ils en ont assez, puis donc là, ils recherchent cette connexion humaine, ils recherchent l'authenticité. Est-ce que justement la Gen Z est moteur dans l'accélération de l'expérience événementielle? Daniel, est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est trop tôt? Peut-être la Gen Z, c'est quand même les tout nouveaux arrivants dans une entreprise.
J'ai pas la science derrière, mais moi, je pense que c'est vrai pour toutes les générations, d'une certaine façon, mais de façon différente. Moi, j'ai Catherine Bertrand, avec qui je collabore sur les gatherings, avec qui il n'y aurait pas de gathering, disons-le. C'est ma Gen Z, c'est ma référence. Puis je pense que ce que Marie-Chou disait, déplacez-moi pour un événement quand je vais en retirer de la valeur aussi. Peut-être que ça, c'est plus vrai pour les Gen Z. Mais je sens le désir de connexion un peu de partout. Puis les générations qui ont connu le travail au bureau tous les jours, eux autres aussi recherchent quelque chose. Et ils se sont adaptés, on s'est tous adaptés. Je fais partie de ces gens-là. Le travail à distance. Mais des fois, je suis vraiment écœurée de faire des Teams. Puis ça me fait du bien de voir mes collègues en personne. Et en même temps, après avoir passé 3 jours avec mes collègues, je suis plus fatiguée. Je pense, j'ai comme un muscle qui s'est peut-être un peu atrophié pendant les années où j'étais à la maison. Fait que je pense que chaque génération cherche quelque chose. Et encore une fois, je vais parler d'intentionnalité. Quand on crée nos événements, on pense à ça aussi. En exemple, on a, c'est pas nécessairement générationnel, mais quand même, nos parties de fermeture, on en parlait. On a une salle où c'est vraiment très bruyant. Il y a de la musique, il y a de la danse, des choses qui se passent. Puis après ça, on a toujours un lounge. On l'appelle la quiet room. Oui, pour les gens qui recherchent peut-être un peu d'autres choses. Donc, on essaye d'avoir des événements qui peuvent plaire à toutes les générations et toutes les types de personnes. Mais je pense pas nécessairement que Gen Z, c'est notre moteur. OK, parfait. Puis Marie-Chou, si je te pose la même question, puis qu'on élargit avec tous les événements que tu organises sur une année avec OPC événements, est-ce que tu sens justement qu'il y a un moteur, qu'il y a un changement de génération, qu'il y a des choses différentes qui sont recherchées, ou au point de Daniel, finalement, c'est une recherche qui est vraie dans toutes les générations, en fait? C'est une bonne question. Puis j'aurais aimé avoir du support visuel pour te montrer un petit tableau qui est super intéressant, qui est fait par Bold Push, là, qui est comme notre référence événementielle, que je t'invite à aller voir si tu aimes les choses. Je note. Puis il y a un tableau qu'on aime beaucoup chez OPC, un tableau qui est vraiment parlant. Puis je te l'enverrai aussi, Daniel, qui montre un peu les genres d'activation ou selon les générations, qu'est-ce qu'ils recherchent en événement. Ah oui, c'est super intéressant. Oui, vraiment intéressant. Puis là, je ne pourrais pas tout te le résumer, mais tu sais, si on parle de justement l'attention, tu sais, les Gen Z, on va avoir beaucoup moins d'attention pour passer un message qu'une génération différente, que ça soit dans les activations, dans ce qu'on leur offre, de comment on va publiciser l'événement, comment ils vont recevoir des nouvelles de cet événement-là. Fait qu'il y a vraiment des différences. Puis il faut faire attention parce qu'on s'entend que dans des événements comme chez Workleap, ben on touche plein de générations. Là. Vous avez des gens dans la cinquantaine, si je me... à peu près. C'est à peu près à la limite, on est pas mal. Il n'y a rien de mal contre les gens qui sont dans la cinquantaine. Là. Non, mais c'est quand même une clientèle très jeune chez Workleap, c'est ce que je voulais dire, mais ça reste que quand même, il y a du 50, 40, 30, 20. Puis il faut que ça plaise à tout le monde. Donc, intuitivement, je pense qu'on le fait. Théoriquement, il y a quand même, quand on avait lu ça à l'interne, en préparant notre formation de stratégie événementielle, ça nous avait quand même dit, OK, attends, il y a peut-être des choses intentionnelles qu'on devrait regarder plus précisément que juste essayer de plaire. Bon, on essaye de plaire à tout le monde, mais comment on essaye de plaire à tout le monde? Donc, je pense vraiment qu'il y a des intentions qui doivent être pensées et réfléchies pour différentes générations et surtout la dernière génération. Oui, tout à fait. Ouais. OK, parfait. Non, très intéressant, parce que je pense qu'effectivement, c'est peut-être un peu trop tôt pour poser la question, mais je pense qu'effectivement, la Gen Z va modeler un petit peu différemment la suite des expériences événementielles, parce qu'effectivement, sont très moteurs de changement, comme je le disais. Je voulais aussi on a parlé de la fatigue numérique, là, tu disais, même personnellement, tu en as assez de Teams, j'en ai aussi assez de Teams, de nombre de courriels, des pourriels, etc. Donc, fatigue numérique, je pense qu'on est tous conscients de ça. Je voudrais savoir aussi, puis là, je fais exprès pour nous titiller collectivement, mais est-ce que l'expérience événementielle, c'est aussi et en développement parce qu'il y a une fatigue publicitaire. Les gens, quand je dis publicitaire, là, c'est vraiment la publicité qu'on verrait, par exemple, sur un site, des offres commerciales qui n'en finissent pas. Est-ce que vous voyez ça comme ça, justement, comme c'est un peu un échappatoire, c'est un moment où un peu en apesanteur, où on se regroupe, etc., et où on est un peu moins exposé à des messages publicitaires? Je pense pas qu'un remplace l'autre. Je pense que, moi, je dirais ma position que c'est complément. Puis, tu sais, je pense qu'on a déjà eu la discussion ensemble, Thomas, parce que, puis là,
je nomme personne, mais tu sais, il y a des agences de com qui ont des budgets, mettons, publicitaires dans une année d'un client. Mais des fois, ils sont surpris de savoir quel budget nous est alloué pour un événement, pour une journée. Parce que, tu sais, puis c'est pour ça que je dis que c'est complémentaire, parce que un n'existe pas sans l'autre. Je pense que les gens, autant à l'externe, s'ils n'ont pas été exposés à la marque ou tout ça, peut-être qu'il y a moins d'effets quand ils viennent aux événements. Puis autant dans les employés, tu sais, de la com interne, ben c'est de la com interne, puis il en faut. Il en faut avant, il en faut pendant, puis il en faut après aussi. Donc, je pense que pour moi, c'est très complémentaire. Puis, je pense en fait que tous les agences de com, puis là, je vais me statuer, mais tous les agences de com devraient avoir une extension événementielle à offrir à leurs clients parce que nécessairement, et pas tous les clients font de l'événementiel parce qu'ils n'ont pas non plus cette vision-là que c'est vraiment un axe de communication qui fait partie de la communication pure, l'événementiel. Donc, on peut aller chercher des messages plus directs, on peut aller toucher des gens très ciblés que des fois, dans des publicités, il y a moins. Mais là, peut-être, je vais me faire des ennemis en publicité. Ne me lancez pas de roche. Je serais ravie de faire un petit café avec quelqu'un s'ils veulent en discuter, mais, non, mais je pense que, puis pour revenir à l'article dont je parlais, de Advertising Age, qui dit que 2025, c'est l'année de toutes les expériences, puis notamment les expériences événementielles. Le fond de l'article, c'est exactement ça. C'est que l'événementiel aujourd'hui est incontournable, est une extension de tout d'approche marketing. Donc, je pense que, Marie-Chou, tu vas pas te faire d'ennemis. Je pense des amis, en fait. Ben oui, c'est ça. Je pense que le message, c'est aujourd'hui, pensons aussi à des expériences événementielles pour compléter un marketing mix qui en a bien besoin. Donc, puis effectivement, avec on le disait, là, avec de multiples audiences, pas juste la Gen Z, mais de multiples audiences qui cherchent à avoir des expériences humaines et authentiques. Donc, et en plus, aussi bien en externe qu'en interne, parce que justement Daniel le rappelle, l'a bien rappelé sur l'importance de faire ça au niveau de la communication interne. Je voulais aussi vous entendre sur un autre sujet qui est justement la stratégie événementielle. Okay, parce qu'on a dit événement, oui, c'est un peu logistique, etc., mais on a redéfini ça comme expérience événementielle ou événementiel expérientiel. On a de multiples façons de le présenter. Et donc, c'est une communication stratégique. Donc, Marie-Chou, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement en quoi c'est stratégique? Je sais qu'on parle de, tu sais, c'est pas juste justement l'événement, c'est pas le moment juste de l'événement. Il y a du avant, il y a du après, il y a un fil conducteur. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça là dans les prochaines minutes. Avec grand plaisir. C'est quand même un sujet qui me passionne. Ben puis, tu sais, au quotidien, ça fait partie de mon travail chez OPC, là, parce que oui, je porte le titre de présidente directrice générale, mais en fait, j'ai les mains dedans au quotidien dans la stratégie événementielle. Donc, je fais ça avec Joanie, là, qui est ma collègue au bureau. Puis, pour nous, on réfléchit à toutes les stratégies événementielles pour nos clients. Puis, quand on parle de stratégie événementielle, tu sais, pour nous, c'est important de s'asseoir avec le client puis de comprendre ses objectifs d'affaires. Tu sais, on va jusqu'à là. On n'est pas genre, je veux faire un événement pour mes employés. OK, on va te mettre un ban, on va te mettre... non. C'est quoi tes objectifs d'affaires? C'est qui ton audience? On est dans la stratégie tout comme la stratégie publicitaire. Tu sais, on est là. Donc, vraiment à comprendre les objectifs d'affaires du client, puis comment, après ça, on peut décliner ça dans une expérience événementielle. Puis souvent, on focus sur le pendant, pour ce qui va arriver, le pendant. Mais on peut faire vivre de l'expérience avant, le pendant et le après. Puis ce qu'on bâtit à travers ça, c'est un storytelling. Moi, j'aime ça, challenger mes équipes quand ils viennent me présenter ce qu'ils ont bâti dans le parcours participant. Je suis comme, raconte-moi ton histoire. Puis souvent, je vais leur dire, il manque une page à ton histoire. Il y a quelque chose qui... c'est comme si... pas complète. Puis je dis souvent ça, puis ça va faire rire mes employés quand ils vont m'entendre parce que je dis souvent ça. Il manque une page à ton histoire. Elle ne se lit pas bien. Raconte-moi ton histoire de qu'est-ce que le participant va vivre. Puis ça fait partie de la stratégie. Puis là, en arrière de ça, il y a plein d'étapes pour y arriver, mais c'est vraiment bâti au bout de la ligne, sur les objectifs d'affaires du client, de la marque, de l'association, ou appelons-le comme on veut, et de livrer avec intention. Puis Daniel, justement, toi, de ton côté, comment tu peut-être tu peux nous raconter l'histoire de comment ces fameux rassemblements ont commencé, comment ça s'est
inscrit dans une stratégie marketing de communication que tu as développée. Là, c'est justement, est-ce que tu as réussi à faire la démonstration, tu m'en parlais de Simon, que je ne connais pas, mais est-ce que tu as réussi à faire la démonstration que justement c'était absolument nécessaire? Raconte-nous un peu comment ça s'est développé, puis comment c'est devenu des histoires à succès. Ben, j'étais pas là pour le moi, j'étais là. C'est ça. C'est peut-être même une question plus pour Marie-Chou que pour moi. Marie-Chou, je vais t'entendre après. Mais Daniel, juste, même à l'heure actuelle, là, juste dis-nous un petit peu justement. Comment en fait, tu poursuis cette histoire Exactement. qu'on a commencée, tu sais, parce que c'est beau en faire un grand rassemblement avec l'idée dans laquelle moi, j'étais là à la première idée. Mais toi, tu as quand même le flambeau, puis tu as de dire, il faut le faire encore meilleur à chaque fois. Puis je pense que renouveler aussi. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, le fardeau est sur tes épaules de plus que la créatrice de cette idée. Mais en écoutant Marie-Chou, c'est sûr que moi, l'événementiel, ça fait 20 ans que je travaille en com, puis dans mes disciplines préférées, moins préférées, événements, c'est dans moins préférés, OK? J'adore ta franchise. Et je l'ai invité aujourd'hui là-dessus. Mais puis je pense que c'est parce que j'avais pas compris, ou en fait, ma force plus dominante, c'est la stratégie. Fait que moi, je recherchais un événement stratégique. Quand c'est moi qui ai repris le flambeau pour le gathering, je voulais être très claire sur le contenu, les objectifs, la façon qu'on allait mesurer. Puis je me forçais plus pour comprendre comment soutenir la logistique qui allait m'aider à atteindre mes objectifs. C'est moins naturel. Fait que en termes d'agence, comme partenariat, moi, ce que j'aime de travailler avec OPC, entre autres, c'est qu'ils ont bien compris, OK, ça, Daniel, elle a la balle, oui, puis OK, on comprend, puis on s'adapte, puis on travaille ensemble, puis c'est pour ça que j'adore la relation. Donc, pour moi, pourquoi on continue, on en parlait tantôt, le numérique versus le présentiel, ça fait partie on va dire, le communication mix. C'est important pour nous. Ça fait partie de la plus grande stratégie de communication interne, d'alignement, d'engagement, etc. Ça s'inscrit dans ça. Et puis, on continue d'essayer de se renouveler et de mesurer l'impact. Donc, pour comprendre, est-ce qu'on continue? Parce qu'on se pose la question à chaque fois. C'est quand même un gros investissement de temps, de budget pour les gens qui présentent. Donc, c'est vraiment important pour nous de s'assurer que ça a l'impact voulu chez les employés. Puis, c'est pas juste genre, est-ce qu'on a un retour d'affaires? On a parlé tantôt d'appartenance. On va sonder nos employés en disant notre propre outil Office Vibe. Qu'est-ce que ça a pu apporter à ton sentiment d'appartenance ici? Est-ce que tu as créé des nouvelles connexions? On pose toutes les bonnes questions. Et puis, donc, à chaque fois, on part pas avec la page blanche parce qu'on apprend, mais on se repose la question, point de vue stratégique, est-ce que c'est encore le bon chemin pour nous? Sur quoi devrions-nous nous attarder pour cet événement-là? Comment est-ce qu'on définit nos choses? Donc, ça reste très important. C'est pour ça qu'on continue de le faire. Mais Marie-Chou, toi qui étais donc là au début avec WorkClip, comment justement tu as réussi à avoir cette conversation pour dire non, l'expérience événementielle, ça répond à un besoin d'affaires, votre besoin d'affaires, donc WorkClip. Comment s'est créée cette conversation-là? En fait, la prédécesseur de Daniel m'avait contacté pour dire on veut faire un grand rassemblement, mais on fait quoi? On fait quoi? Pour de vrai, on est parti de là. On est vraiment parti à la case zéro. Mais on était vraiment, j'étais pas là, mais je sais qu'on était comme, est-ce qu'on peut se voir en personne? Comment est-ce qu'on se voit en personne? On était vraiment au début, le 2021. Il y avait aussi des défis très ponctuels, liés à la pandémie. Puis le chemin pour se rendre à là a été plus long qu'il l'est présentement parce que là, c'est tout dans la cour à Daniel, puis elle le fait merveilleusement bien. Mais on s'est posé beaucoup de questions, comment on le fait, puis tu sais, WorkClip, ils savent ce qu'ils veulent dans la vie, là. Non, mais c'est vrai, tu sais, on a des clients qui sont comme, dites-nous, puis là, on arrive avec plein d'idées. Avec WorkClip, c'est un partage d'idées. Tu sais, il arrive souvent avec un canevas qui est assez bien rempli, puis là, nous, on vient mettre des couleurs dans ce canevas-là. Mais c'est ça, il a fallu réfléchir à, comment on va passer des messages d'affaires, comment les gens vont pouvoir aussi se détendre, se voir, comment. Donc, j'ai eu la chance, là, puis tu sais, pour moi, c'était dans mes premier début aussi d'OPC. Là. Moi, j'ai acheté OPC en 2021 officiellement. Je suis là depuis 2020, mais c'était dans mes premiers mandats. Fait que j'ai adoré. Puis c'est peut-être ça aussi qui m'a propulsée vers la stratégie puis tout ça. Mais je pense que
ça évolue bien là, depuis 2021, de où on s'en va, puis de ce qui est à venir aussi. Là, donc, Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, là, c'est, je le réalise avec cette conversation-là, que j'adore, c'est justement cet équilibre entre des choses qui font vivre des choses aux participants, mais aussi faire passer des messages corporatifs. On en a parlé, toi et moi, dans une dernière rencontre Absolument, aussi. C'est un jeu d'équilibriste, là, d'être capable d'engager les gens en faisant passer des messages corporatifs ou des messages publicitaires. Donc, je pense qu'effectivement, on le voit beaucoup dans nos clients. On voit beaucoup, des fois, trop de contenu. Ils enlignent ça, là, une conférence, parce qu'ils veulent, parce qu'ils se disent « Hey, moi, j'en veux pour mon argent. Je veux maximiser ma journée. J'ai une journée, ça me coûte cher, la salle, l'audiovisuel, tout ça. » Oui. Puis là, ils maximisent ça, mais il n'y a même pas d'espace pour que les gens aillent faire pipi. Là. Puis là, on est comme, là, il faut aérer, il faut mettre des pauses. Puis les gens, là, en 2025, là, oui, ils veulent vivre une expérience, mais ils veulent se voir, ils veulent communiquer, ils veulent connecter. Parce que les gens, comme tu dis, sont à la maison, on est à la maison, on connecte, puis ça fait partie de notre réalité de l'écran, mais quand on a les gens, là, ben, on a envie de se dire des choses, tu sais. Puis ça, ben, ça prend du temps, là. Tu regardes, ça fait 1 heure qu'on parle, puis on s'est même pas tout dit. Absolument. Donc, les gens, dans les événements, il faut garder du temps pour connecter la conversation. Donc, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Marie-Chou, parce que garder du temps aussi, ça permet peut-être d'expérimenter. Qu'est-ce que tu en penses, Danielle? Bien, je pense qu'une des choses qui m'a aidée à trouver mon compte avec les événements, puis finalement aimer ça beaucoup, c'est chez Workleap. C'est vraiment, ça fait partie de notre culture, l'expérimentation. On se donne la permission. Puis, tu sais, l'événement, j'en parlais tantôt dans la logistique, c'est fun quand c'est parfait. Donc, des fois, prendre une prise de risque, c'est plus épeurant. Je vous donne un exemple. La première fois qu'on a fait des démos de nos produits live, l'environnement démo n'est pas toujours stable. On a 450 personnes dans la salle. Mais on s'est donné la permission, puis on l'a fait quand même. Puis, on se donne aussi beaucoup d'espace pour la créativité, pour ce qu'on fait, pour faire respirer l'agenda, comme Marie-Chou disait si bien, puis d'avoir du plaisir. On fait une reprise de quelque chose qu'on a fait il y a 2 ans pour le Gathering la semaine prochaine, où on fait un marché d'automne. On a invité 20 artisans locaux. On donne un cadeau aux employés, 75 $ pour dépenser dans un espèce de petit marché des fêtes qu'on reprend, qui a été un gros succès. Mais ça, c'est tout un peu des expérimentations, c'est de la créativité. On s'est donné la permission, puis ça nous sort un peu du moule. Puis je pense qu'avant, je pensais, il faut que je book un sous-sol d'hôtel. C'est ça, un événement. Puis je vais faire plein de plénières parce que c'est... J'avais pas réalisé Mais ça, c'est un événement, mais on est plus dans l'expérience avec vous. L'expérience événementielle. Puis c'est ça, je pense, la nuance. Puis juste rebondir sur ce que tu disais, puis quand vous vous êtes permis d'essayer de faire des démos, moi, observatrice, parce que je vais à leurs événements parce que je les aime d'amour. Mais c'est vrai, puis j'ai vraiment vu un engagement des employés à... OK, attends, il se passe quelque chose, ils nous montrent quelque chose parce que c'était des nouveautés. Puis il y avait eu, tu sais, vous aviez scénarisé ça aussi. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de ludique à travers aussi le sérieux de ce que vous voulez passer. Puis ça aussi, je pense que ça fait partie de la balance. Tu sais, à un moment donné, puis on l'a dit tantôt, on est sérieux, mais on se prend pas au sérieux, là. Puis je pense que c'est... Puis une dernière chose là-dessus, parce qu'avec l'expérimentation vient le risque et des fois des flops. On n'a pas eu de gros flops, mais on a des choses qui ont moins bien fonctionné. On apprend, puis on passe à d'autres choses. Donc, je pense que j'ai eu d'autres expériences passées où, après quelque chose qui a moins bien fonctionné, on met un X sur toutes sortes de choses. Là, on se dit, OK, ça n'a pas tout à fait marché, mais on pourrait se réorienter puis réessayer une activité interactive, par exemple, de cette façon-là, ou de ramener des écrans interactifs ou d'autres sortes de participation qui n'ont pas décollé autant qu'on aurait voulu, mais on apprend puis on réessaye. Je trouve ça vraiment génial, cette conversation, parce que pour moi, là, on est au cœur de la communication créative. Tu sais, moi, je vois l'expérience événementielle vraiment comme un secteur ou un élément important de la communication créative. Et la communication créative, aujourd'hui, c'est l'expérimentation, c'est accepter de pas toujours être parfait, d'avoir des failures, etc. Donc, tu sais, je trouve que c'est aussi un mot d'amour à la communication événementielle, tu sais, d'accepter l'expérimentation, etc. Donc, c'est vraiment une belle conversation. Je suis vraiment hyper content qu'on l'ait tous ensemble. Alors, on a parlé je reviens un peu sur la stratégie qui est importante en communication événementielle. On a parlé de l'avant, l'après, pas juste le moment. On a parlé du fil conducteur qui est extrêmement important.
Moi, je voudrais vous entendre maintenant sur la place de la technologie, donc qui est peut-être une question un peu paradoxale parce que on a dit il y a une fatigue numérique, etc. Mais il y a quand même de plus en plus d'utilisation de la technologie dans les événements, aussi bien en externe qu'en interne. Donc, je sais pas, Marie-Chou, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la technologie, elle a quelle place aujourd'hui dans une stratégie événementielle? Bon. Peut-être que je vais me faire lancer des roches encore ici, mais c'est mon opinion. Je pense qu'au Québec, on est un peu en retard sur l'utilisation de la technologie. On essaie de l'intégrer. Je pense que toutes les technologies ne sont pas encore à point pour l'événementiel. Puis, tu sais, là, le mot technologie, je pense qu'il y a le dos large. Là. Fait que, entre ce que tu entends par technologie puis ce que j'entends par technologie, on peut-être parle pas de la même chose. Donc, moi, ce que j'entends par technologie, tu sais, on utilise des fois de l'interactivité, des applications interactives que les gens dans la salle peuvent réagir sur des contenus, sur des mots. Fait qu'on est encore très au début, au balbutiement de l'utilisation technologique événementielle. Tu sais, les offres ne sont pas... Puis là, j'ai dit ça à tous les gens en tech puis ou en start-up qui ont le goût de réfléchir à quelque chose. Il y a le marché est disponible parce que, tu sais, on voit des plateformes événementielles dans lesquelles on peut faire de l'inscription du avant, pendant, après. Ça, il y en a des plateformes comme ça que pendant l'événement, si on regarde des gros congrès, pendant l'événement, il y a même une cloche qui sonne de dire « OK, attention, c'est l'heure de te déplacer vers là ». Fait qu'on a ces outils-là, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à explorer dans tous les outils technologiques. Puis je ne sais pas si c'est pour toi, je réponds à ta question d'outils technologiques événementiels ou tu avais quelque chose d'autre en tête? Non, je pense que j'essaie de comprendre justement la place de la technologie donc dans l'événementiel. C'est sûr qu'après, il y a des technologies... je vais appeler ça des technologies un peu paillettes, là, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, puis, etc. Pour moi, elle va venir plus dans des activations événementielles, cette technologie-là qu'on utilise. C'est une nuance qui est super intéressante. Oui, c'est ça, parce qu'on va le voir, c'est ça. Okay. Je ne veux pas, au risque de me répéter, là, mais c'est ça, c'est plus dans des activations que dans le contenu. T'sais. Puis, Daniel, de ton côté, donc Workleap, donc avec énormément de choses qui sont générées par... Vous appuyez beaucoup sur l'intelligence artificielle. Justement, la place de la technologie dans les événements internes, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Puis la réponse, si on l'utilise pas tant que ça, c'est très correct aussi. Là, j'essaie juste de mesurer la place de la technologie dans l'événementiel aujourd'hui. Je pense que c'est la technologie en service de quoi? Un peu ça avec l'IA aussi. Chez Workleap, on essaie d'être très intentionnel sur créer de la valeur pour vrai dans nos produits, pas juste embarquer sur le AI bandwagon. Je pense que c'est la même chose pour la technologie en événement. Quand on a nos objectifs, je pense que Marie-Chou et moi, OK, là ici, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait intégrer? On l'a essayé avec... Brain Day. Oui, on a eu un outil interactif pour interagir avec notre parcours client, par exemple. Mais on avait aussi des vinyles sur le plancher. Fait que il y avait toutes sortes de niveaux. Fait que je pense que la technologie est la bienvenue. C'est vrai qu'on pourrait avoir plus d'innovation et en même temps, comment ça s'inscrit dans l'objectif de ce qu'on essaie de faire, pas juste de la tech pour de la tech. C'est ça. Ouais. Peut-être que des fois, on perd aussi ce fil authentique et humain en ajoutant plein de technologies. Tu sais, oui, on veut de l'interactivité. Fait que la technologie au service de l'interactivité pour que ça soit bidirectionnel, parce que souvent, il y a de l'événementiel que c'est comme unidirectionnel, puis ça, c'est plate. Je m'en allais dire d'autres choses, mais vous avez vu. Hein? On a vu ton hésitation, mais pour le mieux, Donc, la technologie, je pense qu'elle va être au service du bidirectionnel puis tout ça, mais je pense qu'on veut pas trop y donner de place non plus. Tu sais, c'est peut-être ça, parce que je réfléchis en même temps qu'on parle, mais je pense que peut-être qu'on n'a pas tant envie d'y donner de la place parce qu'on veut que ça reste authentique et humain, ces événements-là. J'aime ça, ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est intentionnel. Puis je pense qu'on peut déjà recadrer par rapport à ma question, de dire c'est plus effectivement la place de l'interactivité sans doute plus importante que la place de la technologie. Je pense que c'est plus ça qu'il faut regarder. Je suis entièrement d'accord. Puis je souligne aussi ce que tu disais il y a quelques minutes, Marie-Chou, sur je pense qu'il y a de la place pour de l'innovation dans l'interactivité dans l'événementiel, parce que même nous à la 2C, quand on organise des événements, on veut faire voter des gens, etc. Je trouve que c'est pas encore évident tout ce qui est le monde de possibilités justement là-dessus. Donc très clair. Merci beaucoup pour la place de la technologie qu'on a dit, ça serait plus une place pour l'interactivité. J'ai une autre question qui est assez loin de la technologie, mais
On entend aussi beaucoup parler de pour les événements, faut un rayonnement, faut que l'événement soit repris pour que ça soit un succès. Nous, on vit ça beaucoup à l'A2C. On est en train de regarder si nos événements sont repris sur les plateformes sociales, etc. Donc, une question pour vous deux, c'est est-ce que ça prend des ambassadeurs, ça prend des influenceurs, j'ose à peine prononcer le mot, mais est-ce que ça prend ce genre de personnes pour qu'un événement soit un succès ou c'est pas nécessaire? Peut-être Marichou t'entendre sur ce sujet-là. C'est une bonne question auquel j'ai pas tant passé de temps à réfléchir, mais d'emblée, je dirais non. Nous, dans du corpo, rare qu'on va voir des ambassadeurs ou des influenceurs parce qu'on est dans du milieu corporatif. Je pense que la place des ambassadeurs, influenceurs va être beaucoup plus sur du grand public, des événements grand public qu'on pourrait en nommer plusieurs. Ça a du sens, Mais sur l'événement corporatif, on voit pas beaucoup l'ambassadeur. Par contre, puis là, Daniel, tu pourras rebondir là-dessus, je pense qu'il faut avoir des ambassadeurs internes qui croient à cet événement-là puis qui va pouvoir engager, puis je te lance la balle là-dessus, qui va pouvoir engager ses équipes. Puis est-ce que je me trompe, Daniel? Tu sais, de toi, quand vous organisez ça, est-ce que vous mobilisez les gestionnaires pour s'assurer que ça descende jusqu'en bas? Bien, si on pense, disons, plus aux réseaux sociaux, je vais commencer là. On crée un événement qui a de l'impact, on s'en parlait tantôt, on le sait. Puis souvent, Workleap va faire un post. On va avoir des photos, on va célébrer le moment qu'on a pensé ensemble. Puis c'est toujours un des posts qui performe le mieux. Ah ouais, hein? C'est super organique. On dit pas, hey, s'il vous plaît, les employés, pouvez-vous aimer ça? Mais on partage des photos. L'événement, il est cool. Ça photographie bien. Ils sont fiers de faire partie de ça. Les gens, ils ont eu du plaisir. Donc, c'est un peu une extension. Je pense que quand on crée quelque chose, on vit quelque chose ensemble, les gens ont envie de le partager. Fait que c'est... Est-ce qu'on pourrait demander à des gens de faire des choses avec plus d'intention? Peut-être, mais moi, ce que je trouve beau de ça, puis je le vois aussi avec des événements externes qu'on organise ou auxquels on participe, quand on crée quelque chose de wow, le rayonnement vient un peu naturellement avec moins d'appui, puis c'est super authentique comme ce qu'on a voulu créer dans l'événement, puis je pense que ça résonne. Les gens adorent le partager, c'est super le fun. Fait que je pense que de créer l'événement avec le plus d'intentionnalité, le rayonnement va venir. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'ambassadeurs, on n'a pas besoin d'influenceurs pour, amorcer le mouvement. Je pense que ce que je comprends... Pas dans le corpo. Puis je pense que je comprends de vos réponses, c'est aussi c'est organique, en fait. Ouais. Puis plus c'est organique, mieux c'est. Je pense que ça veut dire que, justement, l'expérience ou l'événement a été vécue pour de vrai. C'est pas artificiel ou genre poussé dans la gorge. Ça a été vécu pour de vrai. Puis je pense que à ce que Daniel dit, on peut vraiment mesurer le succès. Justement, le monde a le goût de le partager. C'est parce qu'ils ont vécu quelque chose pour de vrai, authentique, puis ils ont eu du plaisir, puis ça a des répercussions, puis ça... jusqu'à de la rétention, là, je dirais, là, du staff. Là. Donc, Daniel, ça va être un parfait segue pour mes prochaines questions. Après. Absolument. Donc, est-ce que toi, tu regardes justement le nombre d'employés qui ont partagé ou qu'on a liké pour reprendre les bonnes mesures de performance ou les bons KPI dans les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est quelque chose que tu regardes pour te dire est-ce que mon événement a été un succès, mon rassemblement a été un succès? Est-ce que tu regardes le nombre de personnes qui ont partagé, qui ont commenté les photos que vous partagez, vous? Est-ce que ça fait partie de ton réflexe? Mais disons, je prépare un rapport sur le succès, puis je le mets pas là-dedans. Mais moi, je le regarde. OK, parfait. Puis c'est sûr que ça fait partie de ma réflexion d'une certaine façon. Mais on a des KPI beaucoup plus proches, disons, des objectifs qu'on s'est définis pour chaque gathering qu'on regarde. Okay. Les objectifs d'affaires. Ouais, les KPI sont là-dessus. Ouais. C'est là où la transition est sur la performance, parce que, vous vous rappelez en introduction, j'ai dit, il y a un momentum, il y a une effervescence sur l'expérience événementielle. Les budgets sont plutôt à la hausse, mais aussi parce que, en tout cas dans ce que j'ai lu, le ROI est de plus en plus mesurable. On s'assure, en tout cas, de le ramener à des objectifs d'affaires. Donc la performance, c'est quelque chose vraiment que je voudrais creuser, parce que je pense que ça aide tout le milieu de l'événementiel. Donc Daniel, justement, pour t'entendre, puisque je pense que c'est extrêmement important chez Workleap, qu'est-ce que vous regardez là donc comme KPIs, et puis comment vous mesurez le succès de vos rassemblements, par exemple? Parle-moi de ça un peu. Donc, pour nous, chaque rassemblement, on a une série d'objectifs d'affaires. Puis, ils varient. On a parlé tout à l'heure de
comment est-ce qu'on peut, disons, décider la collaboration. Si on a axé sur le cross-collaboration ou les différentes équipes qui travaillent pas souvent ensemble, on va définir une mesure de succès rattachée à ça. L'appartenance, c'est toujours un de nos objectifs. On a une mesure ou plusieurs mesures de succès reliées à ça. Donc, ça évolue avec nos objectifs. On utilise énormément notre outil Office Vibe, qui est un produit WorkLeap. Donc, il y a un sondage qui est envoyé à chaque semaine qui mesure l'engagement et toutes sortes de choses. Puis, quand tu es un admin, tu peux mettre une petite note dans une espèce de it's a timeline. Oui. Merci. Un échéancier ou un... Oui. Fait qu'on voit de mois en mois, puis on peut dire, OK, il y a un événement qui s'est passé ici. Donc, ça pourrait être quelque chose d'autre. Ça pourrait être un lancement d'un nouveau produit, mais on met nos rassemblements. Puis on observe sur le temps, est-ce que ça a un impact sur l'engagement et l'appartenance. On envoie aussi un custom survey, où on pose les questions, encore une fois, reliées directement à nos objectifs d'affaires. On mesure assidûment, on regarde ça, et ça se rattache à une stratégie de mesure pour notre groupe de culture et organisation qui regarde toutes sortes de choses. Rétention, attraction des nouveaux talents, marque des employeurs, tout ça, ça s'inscrit un peu, parce que le rassemblement, c'est une chose. Puis tu l'as dit, puis c'est vraiment important. Oui. C'est pas tout ce qu'on fait, loin de là. Mais on veut quand même être très intentionnel, c'est mon mot du jour, sur la façon dont on mesure nos objectifs. Donc, je vous dirais que... Puis, on se compare à notre événement précédent. C'est pas toujours exactement les mêmes mesures, mais est-ce qu'on s'améliore de plus en plus? Vous avez un historique en plus, donc ce qui aide pour la mesure. Ouais. Tout à fait. Est-ce que, durant l'événement, on a parlé qu'il y avait, oui, le avant et le après, mais est-ce que durant l'événement, il y a des choses que vous mesurez aussi? On parlait d'interactivité, donc est-ce que ça fait partie de critères que vous regardez pour mesurer le succès d'un événement? Si les gens ont participé à certains ateliers, si tu parlais du marché donc interne là, que vous mettez en place, le nombre de transactions qui sont faites, dans l'événement en tant que tel, est-ce qu'il y a des choses que vous mesurez en particulier? On commence, on n'a pas complètement... on n'a pas trouvé la bonne recette. Mais on a essayé la dernière fois, en exemple, on a demandé à nos employés de prendre un QR code puis de remplir un sondage à la fin de chaque présentation pour un peu capter en temps réel comment ils se sentaient face à ça. On a eu une super bonne participation après la première. Et puis, ça a été en déclin total pendant la journée. Mais c'est toujours avant, genre un lunch ou un snack. On s'est rendu compte que... Oui, puis c'est la même action, répétée, ouais. Dans le sens, fais ça encore, fais ça encore. Mais vers midi, on a dit, OK, on va... Comme on a dit qu'on pouvait faire des petits changements. On a dit, OK, 100 piastres si on atteint 100 participants. Puis ça n'a pas marché quand même. Fait que, OK, pas grave, on apprend, on prend des notes là-dessus. C'est ça qui est important. Exactement. Donc, on essaie de continuer à trouver. On a un partenaire externe qui nous aide un petit peu aussi parce qu'on aimerait ça avoir différentes mesures de succès en temps réel. Moi, je continue de dire aussi que c'est important, les vibes. Moi, c'est là, si-tu là, je me fais rancer des roches. Mais on est tous là à l'événement, puis on le sent aussi. Il y a quelque chose qui passe, quelque chose dans l'air, puis tu peux pas faire semblant vraiment de comment tu le sens, puis tu parles à des gens, puis tu peux aussi avoir ce feedback-là. C'est très qualitatif, pas quantitatif, mais on essaie de marier ces deux choses-là ensemble. Ce que tu dis, c'est que t'as des KPIs très quanti, mais t'as aussi du qualitatif qui est lié à l'expérience. Oui. Je dis ça parce qu'avec nos amis d'OPC, on a fait un événement récemment donc, qui s'appelle Immédiat, qui est un des gros événements de l'A2C. Et en parlant de vibe, on l'a senti sur place. Donc, vraiment, le feedback, etc. Bon, déjà, on était à guichet fermé, ce qui est rare. Puis ils sont restés jusqu'au tard pour le cocktail, ce qui n'arrive jamais dans vos événements, ce que je me suis fait dire. Tout à fait. Puis, attends, donc, moi, ce que j'allais dire, on est tous allés à des parties que c'était pas le fun. Puis, on le savait que les gens allaient quitter. Puis, on est tous allés à des parties, on se disait, waouh, c'est ici que ça se passe. Puis, t'as le goût de rester. Oui, c'est un exemple un peu anodin. Ou même un mariage, quand tu dis, ça va vraiment être une belle soirée. Ou genre, oh non, il y a beaucoup de politique familiale ici. On est mieux de s'en aller. Oui, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on s'avoue, qu'on se dit, c'est important de mesurer. Je veux pas minimiser, on est vraiment là-dessus. Et il y a quelque chose qui se passe dans l'air. C'est un événement. C'est l'humain. Est-ce que, de ton côté, justement, ce côté qualitatif, est-ce que, puis je sais que vous avez un produit qui s'appelle Office Vibe, donc ça tombe très bien, mais comment vous mesurez la vibe? Est-ce que vous arrivez à le transcrire dans un document ou c'est toi justement avec ton expérience tu dis voici le ressenti, le nombre de personnes qui ont donné du feedback en disant ça s'est super bien passé? Parce que je veux apprendre aussi parce que justement avec l'événement immédiat où on est exactement dans cet état d'esprit-là, donc très très bonne vibe. Là à part dire les gens m'ont dit que ça s'est super bien passé, j'essaie de voir est-ce que vous mettez en place d'autres mécanismes pour récolter cette information-là sur la vibe? Bien, on a toutes nos mesures, tout notre rapport. On a Office Vibe, on envoie le sondage directement après. On essaie, je vous mentionnais pendant. Donc, on essaie de mettre beaucoup de science
C'est ça. Puis moi, ce que j'essaie de dire des fois, c'est great, on continue, on a la séance et posons-nous la question, est-ce que nous, l'équipe organisationnelle, est-ce que quand on a parlé à des gens, est-ce qu'il y avait des sourires? Oui. Est-ce que les gens ont connecté? Est-ce qu'on a senti des conversations? Il y a quand même une effervescence qui se ressent. Fait que moi, je veux mon grand dossier science, puis je le mentionnais, là, je suis pas événement, je suis vraiment plus stratégie, fait que c'est super important pour moi. C'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir ton jus de cerveau. Ben, puis je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à le considérer comme important, parce que je suis un peu rentrée, je ne veux pas dire à reculons, mais quand même. Mais là, Tu nous l'as dit, jour 1. Oui. Au premier meeting, moi, j'aime pas ça, l'événementiel, super. Salut, Daniel. Grande actrice ici. Mais maintenant, je sais aussi qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu intangible. Donc, pouvons-nous mesurer et aussi avoir des conversations sur l'intangible puis que ce soit pas tabou de dire, genre, il y avait une bonne vibe. Parce que je pense qu'on ressent le ROI, on en parlait, on doit mesurer davantage nos événements. Des fois, il faut encore négocier pour les budgets. C'est ça, ouais, donc, tout ça est important et disons-nous les vraies choses aussi, qu'il y a quelque chose d'intangible dans les événements, puis ça fait partie des mesures. Mais puis je pense que les mécontents vont être beaucoup plus vocales que les contents. Tout à fait. T'sais, en événementiel. Chez nous, je trouve qu'on est vraiment chanceux parce que les gens apprécient tellement le rassemblement qu'il y a rarement du très négatif. Ouais. Il y a du constructif, beaucoup, mais énorme. Il y a du chichi, des fois aussi. Un peu. Ouais, on va se le dire. Un peu. Sur les lunchs. Marie-Chou a justement, parlant de performance, en extrapolant par rapport à tous les événements que OPC Événements fait, la performance, comment vous l'intégrez dans les rapports? Comment vous y prenez? Mais c'est une question encore très large et d'exploration, je te dirais, parce que je vais aller dans le même sens que Daniel. Tu sais, il y a des mesures, puis là, après, nous, parce qu'on... Là, on parle beaucoup d'événements internes. Puis, tu sais, je veux m'assurer aussi que les gens qui nous écoutent de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui s'appliquent pour des événements externes corpo, là, que ce soit pour des membres d'une association, que ce soit pour des clients, un congrès. Fait que je veux juste faire le point ici que tout ce qu'on a discuté est valide. C'est un très bon point. Oui, non, mais c'est vrai parce qu'on a parlé beaucoup de interne, mais je pense qu'il y a, tu sais, chez OPC, on fait beaucoup d'externe aussi. On fait de la marque employeur, mais on fait beaucoup d'autres choses. Puis, je pense que en fait, il y a différents niveaux d'évaluation de mesures, tu sais, dans le sens que, disons, si on est dans de l'événement externe, là, puis je vais me permettre cet aparté-là un petit peu parce que pour aller rejoindre peut-être plus de gens, mais si on parle d'un salon des exposants, ces gens-là vont chercher la mesure du succès parce que les autres, ils ont une mesure du succès qui n'est pas la même que le participant, mais ils font partie intégrale de l'événement. Les autres dire combien de personnes j'ai pu parler, combien de rendez-vous d'affaires j'ai pu prendre, tout ça. Fait que ça, c'est des mesures qui sont quand même facilement calculables. Après ça, il y a beaucoup du qualitatif dans l'expérience du participant parce que c'est dur de dire le participant, est-ce que j'ai rempli mon objectif d'affaires aujourd'hui? Est-ce que les gens sont plus mobilisés à ma marque? Je pense que c'est le temps le dira, tu sais. Puis aussi de dire, est-ce que les gens vont revenir à cet événement-là? Fait que je pense que c'est quelque chose d'un peu plus global que des CPM ou des choses très numériques qui peuvent être calculées, de dire combien de clics, dans l'événementiel, plus difficile d'avoir ces mesures-là. Parce que là, des fois, on est dans la performance, le ROI, mais je pense qu'il y a différentes branches à ce ROI que juste la performance pure de dire est-ce que j'ai été successful, tu sais. Je pense qu'il faut ouvrir notre cahier de performance. Sur les valeurs de l'entreprise aussi, comme tu disais. Tout à fait. Je voudrais vous entendre aussi sur un autre élément qui est il y a la performance ou l'atteinte d'objectifs pour l'organisation, mais aussi pour le ou la participante. Ça, je trouve ça aussi intéressant. Je n'avais même pas pensé. Est-ce que, Daniel, vous le regardez à ces deux niveaux-là, l'engagement individuel, donc, et après, aussi, est-ce que ça a rencontré des objectifs plus larges de WorkLeap? Parle-moi un peu, est-ce que c'est cette dualité-là, vous la regardez, ou est-ce que, finalement, c'est trop compliqué, donc, de regarder chaque individu? Donc, je me demande un petit peu comment ça marche, parce que je pense que c'est important, effectivement, l'expérience individuelle versus l'expérience collective. La façon dont on mesure, ça nous donne un peu l'idée, c'est sûr que c'est anonyme, là, le sondage qu'on fait, mais c'est comme une cumulation de l'expérience individuelle. Est-ce que vous avez... Mais tu me fais réfléchir, là, je pense que certaines personnes ont différents objectifs en venant. Est-ce que c'est un nouvel employé que tu ferais rencontrer d'autres personnes? On n'a jamais pensé de le mesurer. Les gestionnaires aussi, est-ce que j'ai pu amener mon équipe, créer un petit école? Est-ce que ça... C'est une très bonne idée. J'en prends note.
Ben, merci beaucoup. Je pense que on a fait le tour de la question sur la communication événementielle ou sur l'expérience événementielle. Mais avant de vous dire formellement au revoir et un gros merci pour cette belle conversation, est-ce qu'il y a un thème ou un sujet sur l'expérience événementielle qu'on n'a pas abordé ou quelque chose que vous trouvez dont on devrait discuter avant de terminer, Marie-Chou? On dirait que j'ai envie de dire oui, plein de choses, mais rien en même temps, parce que c'est un sujet vaste, riche, avec plein de facettes. Mais je pense qu'on a couvert l'essentiel. Puis, tu sais, je pense qu'il faut retenir que l'expérience événementielle, c'est un outil puissant de communication pas moi, mais que les gens sous-estiment des fois. Puis j'invite les gens vraiment à se pencher sur comment faire un événement. Puis je pense que je vais finir là-dessus aussi. Chez OPC, dans nos objectifs, dans nos chantiers présentement, on essaye de créer des événements pour des gens qui ne font pas des événements présentement. Fait que de leur créer un besoin puis de leur montrer la valeur de faire cet événement-là, puis qu'est-ce que ça peut apporter. Puis le premier événement de ce type aura lieu en mars prochain. Donc, on a convaincu une marque qui ne fait pas d'événement de bâtir un événement. Ça sera une première dans les centres de données. Puis, à suivre. Oui, à suivre parce que c'est un vaste domaine dans lequel on peut expérimenter plein de choses. Je vais te poser aussi la même question, Daniel, donc si tu veux y penser, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'effectivement, il y a pas forcément il y a peut-être une mauvaise perception sur l'événementiel qui est pas tout à fait la même chose que l'expérience événementielle. Daniel, t'as dit que toi, au départ, t'étais pas forcément convaincu. J'ai dit aussi la même chose. Et je pense qu'il y a plein de marques qui sont potentiellement dans ce cas-là, d'où quand on a réfléchi à des sujets pour ce balado, on s'est dit, mais c'est un très, très bon sujet, au-delà d'avoir le plaisir de vous avoir toutes les deux autour de la table. Mais à ton tour, Daniel, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur l'expérience événementielle, par rapport à WorkClip, évidemment, mais... Ben peut-être, oui, une chose. Donc, un peu, j'étais réfractaire aux événements, on l'a dit. Je pense que j'ai un peu la même attitude j'avais la même attitude pour les événements en ligne. Parce que, justement, je parlais de mon team fatigue. Puis Marie-Chou me dit, non, on aide avec des événements Teams. Puis j'ai un peu mis ça de côté parce que je me suis dit, c'est pas possible de sauver ça. Et récemment, on a fait un webinaire avec une femme qui s'appelle Priya Parker, qui a écrit un livre qui s'appelle The Art of Gathering, qui est extraordinaire, je le recommande. Puis, on l'a invité à nous parler un peu des événements en ligne puis qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis c'était des choses simples comme elle commence ses meetings avec une question magique qu'elle appelle. Genre, c'est quoi ton premier concert qui t'a amené? Puis t'invites les gens à participer au chat. Puis on dit, non, on n'utilise pas le chat en même temps, c'est une distraction pour les speakers, etc. Mais ça crée... Ça change la dynamique. Oui. Ça change la dynamique. C'est super intéressant. Ah non, elle nous a dit, le premier 10 minutes, quand tout le monde est sur mute, tout le monde est un petit peu awkward, tout le monde fait quelque chose en même temps, c'est du temps précieux, faut pas le perdre. « Hey, salut Marie-Chou, t'as une nouvelle coupe de cheveux. Allô Thomas, comment ça va? C'était bien ton voyage? » Fait que j'essaie de prendre tout ce que j'ai appris avec Marie-Chou, avec l'équipe, avec Catherine Bertrand, allô Catherine, sur l'événement que maintenant j'adore. Puis je pense que c'est le temps qu'on réinvente les meetings en ligne aussi. Okay. Ah, c'est super intéressant parce qu'effectivement, on a dit c'est l'humain, la connexion humaine, l'authenticité, puis on parlait beaucoup d'événements dans la vraie vie, là, in real life, comme je viens de dire, mais il y a aussi tout un volet nécessaire pour les entreprises aujourd'hui. Mais tout est un événement dans la vie. Un meeting en ligne, c'est un événement. Recevoir chez toi, c'est un événement. Non, mais c'est vrai, tout est un événement. Donc, allez-y, créez vos événements. Non, mais parfait. Je pense que c'est vraiment une belle façon de terminer ce balado. Donc, merci infiniment, Daniel. Merci infiniment, Marie-Chou. Avec grand plaisir, On a eu une super conversation. J'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, juste vous rappeler que donc le balado À deux c'est mieux, c'est une série avec plusieurs épisodes. Je vous invite à aller écouter les autres balados de la série À deux c'est mieux. Nous remercions les studios Octave pour leur précieuse contribution à la production et au mixage de cet épisode, ainsi que pour la musique tirée de leur catalogue Oma. Nous remercions aussi l'agence Compagnie & Compagnie, membre de l'A2C, pour le design inspiré de l'identité visuelle du balado. Enfin, un gros merci à l'agence Altitude C, l'agence des événements intelligents, membre de l'A2C, pour leur soutien dans la préparation de ce projet.